Nous sommes à nouveau sponsorisés par Zencastr, mais cette fois-ci par son programme de publicité Creator Network. Donc si vous êtes une marque et vous cherchez l'endroit rêvé pour vos produits, le podcast c'est un endroit beaucoup plus en vogue et efficace que n'importe quelle pub actuellement. C'est un peu le Tinder des marques et des podcasteurs. Donc, si vous voulez chercher le podcast de vos rêves, votre match parfait, il y a un marketplace pour vous. Vous pourrez donc nous demander à nous directement de faire de la pub pour vous, si on est d'accord avec votre produit. On fait la pub à la bouche, à la main, tout ça fait maison. Coucou. Tout ça sans passer par trop d'intermédiaires. C'est directement entre le podcasteur et la marque, en tête-à-tête autour d'une bière, et plus si affinité. Rendez-vous sur zen.ai/Monsieur Siri and Friends 0 pour plus d'informations et de podcasts chauds dans votre région. Tout ça, c'est dans la description. Hello, saison 7, épisode 21, c'est le season final, pas le series final. On ne vous fait plus la blague, c'est bon, on a compris. On arrêtera un jour, on vous préviendra pas, c'est genre, ouais, en fait, on a arrêté. De fatigue. Au fait, il n'y a plus de bière, on arrête. Ouais, voilà, ou genre, je décède, et là, ben, pas le choix. Oh, bah non, hein. Mais enfin, si tu décèdes, on va se déchirer autour de ton testament, en fait. Ah, Ouais. Ou alors, on fera une petite soirée où on te fait revenir d'outre-tombe pour préparer C'est ça. pour Halloween, enfin, un spécial Monsieur Série revient d'entre les morts. C'est ça, un Weekend at Freddy's. clairement. On va balader ton cadavre autour de ta maison. Oui, qu'il a fait dit, c'est... Ah, merde. Barney's. C'est Bernie's. Ouais. Bernie's. Ouais, Bernie's. C'est Weekend at Bernie's. Ah oui, non, ça c'est... Ah, j'adore ce film. J'adore ce film. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, un jour on en parlera dans Phase B. Voilà. Il y aura bien quelqu'un qui va le choisir à un moment donné. Bah toi. Ouais, je pourrais. Mais non. Bon, pour cet épisode, il y a Elodie et Florian pour m'accompagner et discuter de séries avant de prendre un repos bien mérité. Je tenais à annoncer en fait que comme mon cerveau est mort, plutôt que de le léguer à la science, je vais le revendre en syndication à Sony Pictures en fait, qui sont preneurs. J'espère que t'as pris un gros chèque. Hein. Ben oui, c'est ça en fait. Les mecs ils font Jeopardy, ils font La Roue de la Fortune, etc. Je pense que ils vont voilà. Comme mon cerveau est mort, en fait, c'est un bon moyen de le faire tourner en syndication. Syndication, putain. Ah là là. Oui, bon. C'est très joyeux comme début, hein. Je m'appelle Shania Brain hein, sur le chat, hein, ça, donc ça veut bien dire. Oui, Shania Brain. Man, I feel like... quoi? Je sais pas. Pas woman? A zombie? Ah oui, c'est ça. Ah, ça peut être pas mal. Pour vous dire qu'il est... les vacances vont être méritées, hein. Et comme c'est un épisode final, et j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire de la saison 3 de Successions, donc la série de HBO, l'intégrale de la saison 3 donc en DVD, que l'on va faire gagner. Et je vous avais dit, passer un message à l'écrit, au vocal. On voit bien que c'est bientôt les vacances, hein, y a un petit peu de fainéantise, de timidité, j'en sais rien. Toujours est-il que y a eu deux participations qui me font plaisir, une qui me fait beaucoup rire, et de ces deux-là, on va choisir quelqu'un dans ces deux-là qui va justement remporter donc le DVD. Je ne dirais pas les noms pour influencer, voilà, non. Je vais juste vous dire les messages qu'on a reçus. Le premier est simple, on nous remercie pour tout ce qu'on fait, que c'est très cool, voilà, mais il voulait savoir si on allait refaire des épisodes en live comme à Podren. Et la réponse est simple, à Podren 2023.
D'autres Parce que questions? d'ici là, je ne vois pas où et comment on pourrait faire du live, et d'autant plus que le live sur internet comme ça, on en a fait pendant un moment, ça demande beaucoup de bande passante, c'est toujours un peu compliqué techniquement de faire tout ça, donc voilà, ça c'est pas prévu en tout cas dire, de façon régulière du tout, ou même prévu tout court. On verra si à un moment donné la technique. Donc la suggestion, c'est d'être nostalgique pour les lives des saisons passées. Voilà. Ouais, bah oui, mais il y en a certains qui sont encore sur la chaîne YouTube, donc faut C'est pas ça. hésiter à aller voir, voilà, et avec des sujets très très intéressants, comme voilà comment dire, les critiques entre critiques expertes, élitistes et genre de choses qui existent toujours hein, de toute façon. Voilà, le truc sur Buffy aussi, Scrubs, enfin il y en a quelques-unes que j'ai laissées dessus, et puis bah, vous pouvez les entendre de toute façon dans les fichiers de ces 7 saisons. Allez chercher du côté de la saison 3 et 4. Et Voilà, puis sinon, bah, commencez à réserver vos vacances pour Rennes. Hein. tout simplement. Tout simplement. Voilà. Pâques prochain, on est back, comme la bière. Bon, et le deuxième, la question c'était... Oui. Ça m'est passé totalement au-dessus. Ah, totalement. Hein. Ah, La bière. Et la deuxième, c'est un petit coquin qui nous dit un coquinou. oui, ouais, vous parlez pas beaucoup de séries du Kazakhstan, moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a des séries au Kazakhstan, machin, blablabla, et vas-y que je te tends un piège en faisant une blague. Eh ben, sache que si tu veux regarder une série du Kazakhstan, Je. hein, Sache que je. Moi. voilà, il y avait... Jean-Jacques Goldman. Voilà. Oui, c'est ça, j'étais en train de chercher qui était l'auteur, mais voilà. Au Kazakhstan, il y a une très très grosse série, parce que globalement, à part ça, il y a des choses qui se passent au Kazakhstan, mais vraiment du Kazakhstan. Il y a Crossroads, qui est un espèce de soap opéra avec 465 épisodes. Oh la vache. Ce qui prouve une fois de plus l'influence globale de Britney Spears. Exactement. Et c'est une série, donc un feuilleton, comme ils disent, kazakh, qui a duré de 1996 à 2000. Donc 465 épisodes sur 4 ans. What the fuck. Voilà. En Demain nous gros, appartient, on n'a qu'à bien se tenir. Hein. C'est ça. J'espère qu'ils ont été bien payés en tickets resto. j'espère. J'espère pour eux. Bref, voilà. Donc, est-ce qu'on peut le trouver quelque part chez nous? Non. Demandez à votre tonton kazakh. Écrivez à Arte, puisque Arte fait de plus en plus de séries internationales. Ouais, La c'est ça. programmation est turque. Après, est-ce qu'on irait chercher un soap opéra de 465 épisodes pour mettre sur Arte? Je suis insomniaque. Oui. Non, mais il y a au moins deux diffuseurs qui font des telenovelas. Le truc, c'est que c'est Amérique latine, donc je sais pas s'ils vont s'ouvrir à ce genre de choses. Mm. Il y a une chaîne qui s'appelle Novelas et il y a Globo TV qui est disponible en France également. Ouais. Mais tout le monde s'en fout, donc je tenais à le rappeler. Bah, tout le monde s'en fout. Je sais pas, est-ce qu'on s'en fout plus de ça ou de la série Crossroad, la série kazakh? Moi, En je fait, suis curieuse, j'ai envie de voir maintenant. Voilà, ça c'est pas politique. Enfin, ça c'est politiquement correct de dire qu'on s'en fout de la série que Crossroads. C'est pas. Par contre, on va nous tomber dessus si on se dit qu'on s'en fout du film Crossroads. Voilà, effectivement. Qui est écrit par la créatrice de Grey's Anatomy. Oui. Et en effet, comme quoi le monde est tout à fait petit C'est et... ça. On retombe sur les pattes parce que là on était en train de parler de Britney, donc là on remet sur la série. Ouais, voilà. Bref, on retombe là-dessus. Et donc, ce sont des épisodes de 25 minutes quand même. Donc, bon. Bah, Ça heureusement que c'est que 25 minutes, quand il y en a plus de 400. Et on a eu aussi des choses, des petits passages, des petits trucs qui ont été diffusés un peu sur la BBC. Donc, peut-être on pourrait trouver des images sur YouTube. Peut-être. Je suis sur le coup. Hein. Si un dimanche soir, je suis en rade d'idées, je vous garantis qu'on va regarder un truc kazakh, kazakh tout court. Cherche un Kazakh, mot. oui. Non. Tu vas regarder du Tercier, quoi.
Un Kazakh jaune, un Kazakh vert, un peu. Merci Omar Sharif. Moi, j'étais plus parti sur la salade kazakh, mais Ouais, bah oui. Mais moi, quand j'entends Kazakh, à chaque fois, j'entends le truc de tiercé, je sais pas pourquoi. Allez savoir. Bref, voilà, les 2 messages qu'on a reçus, et de ces 2 messages-là, il faut choisir un gagnant de cette saison 3. Je suis en train de chercher, elle est pas là. Elle est là-bas. Hop, attendez, j'arrive. Je montre qu'il existe. Bon, bah, le voilà descendu à la cave maintenant. Et que j'ai failli m'asseoir. pom pom pom. Hop là, le bruit. Là, boum. Elle est encore tout emballé et tout. Waouh. Est-ce que nos 2 auditeurs ont plus de 12 ans, en fait? Parce que sinon, Oui. ils vont apprendre le langage de Chartier que l'on utilise dans la Eh ben, série il faut Succession. apprendre. Il arrive un moment où il faut apprendre. Voilà. Et donc, Jamais. les langues disponibles, c'est français et anglais. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors, qui? Moi, je pense que c'est... J'ai ma petite idée, mais bon. Petit Qui, filou. qui vote pour le Kazakh? Ben, moi, enfin, mais surtout parce qu'il t'a fait chier, en fait. Donc, je vote pour le mec Ouais. qui t'a fait chier, forcément. C'est ce qu'on Ah appelle le oui. Kazakh choc. C'est ça. Oh. Oh, il est en forme ce soir. Hein. Ouais, on remercie Et c'est le... le deuxième calembour de suite que je comprends pas, quoi, tu vois, comme quoi... Oui, effectivement, je vais être très très en forme là, alors. Bon, bref, voilà. Félicitations à toi, justement, donc là, Berrichon, pour avoir posé une colle qui finalement n'en était pas une, sauf que il y a eu pas grand-chose, parce qu'après, il y a eu ce qui s'appelle la fin de l'ère soviétique, tout ça, machin, il y a plein de changements. Donc ça s'est arrêté pourquoi? Parce que globalement, on n'en veut plus. Ça dégage. Mais bon, c'est quand même, c'était vu par plus de 60 millions de personnes en Chine, en Russie et au Kazakhstan quand même. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Et ça tombe, c'était très bien. Mais bonne chose pour comprendre quoi que ce soit, parce que moi, je parle pas la langue. Hein. Avec des sous-titres. Géré par YouTube. Il y a ça, ouais, logiquement, YouTube génère les sous-titres, mais après, il doit y avoir des versions doublées en chinois et en russe. Donc, pour les futures émissions de Elodie, ça serait pas mal. Quoi. Ouais, bah, je t'avoue que là, je suis en train de chercher, je trouve même pas une image, quoi. Enfin, même pas une image fixe. Mais en fait, c'est parce que Crossroads, on tombe toujours sur le film. Quoi. Ouais, ou sur l'album, Ouais, les chansons oui, le titre original, non, mais... non, d'Eric Clapton. Surtout Bonne Thugs and Harmony, mais enfin... Oui, je me risquerai pas à vous prononcer. Les valeurs sont différentes. Sinon, pour info, vu que tu ne la pigeais pas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pigeaient pas pourquoi Kazakh Choc, c'est une danse. Le Kazakh Choc. Ouais, qu'il faut avoir les cuisses musclées. Hein. Ah oui, c'est celle où on voit souvent les gens qui arrivent à être quasiment et balancer les jambes un peu dans tous les sens. Voilà, ça c'est le Kazakh Choc. Ah, un peu de culture, bordel de merde. Un peu de culture. Bref, voilà tout ce qu'on a retenu là-dedans. Par contre, on n'a pas vu une série kazakh. On a vu une série américaine qui date de 20 ans maintenant. Je crois que j'aurais préféré regarder la série kazakh. 21 ans même. Bientôt 21 ans. Ouais, bientôt 21 ans, effectivement, qui s'appelle Off Center. C'est pas mal parce que du coup, pour un season final, on prend une série qui est bientôt en âge légal de boire. Aux États-Unis, effectivement. Parce que c'est arrivé le 14 octobre 2001 et ça s'est terminé le 31 octobre 2002. C'était sur la WB, donc l'ancienne CW. Voilà. Et ça s'appelait donc Sexe et Dépendance chez nous, parce que c'est une série qui est arrivée chez nous sur des chaînes comme, par exemple, MCM pour la France, Europe 2 TV et Virgin 17, qui est devenu Virgin 17 par la suite. Et Europe aussi 2 TV, les liquidations de rediffusion sur France 2 à la Hussard, de genre très tôt le matin. Ouais, je pense que c'était sur France 2 que j'ai dû la voir, en fait, d'ailleurs. Soit très tôt le matin, soit quand ils faisaient les comédies très tard le soir. Enfin, le truc où, en fait, ils savent pas quoi en faire et ils bouchent les trous avec. Non, enfin, c'est surtout qu'ils avaient acheté des trucs, il fallait absolument les liquider, il n'y avait pas de place pour, donc voilà. C'est quand ils se rendaient compte qu'ils avaient acheté des trucs où c'était une très mauvaise idée, ils n'avaient pas où la caser. Et donc cette série-là, par contre, vous ne la trouverez pas sur les différentes plateformes, mais vous la trouverez en intégralité
en anglais sur YouTube, ainsi que son pilote non diffusé dont je parlerai aussi, parce que nous trois, je pense que je suis le seul à l'avoir vu. Comme ça, je peux vous dire quelles sont les différences. Je confirme. Et il y a une grosse différence, pour être franc. Une seule. Ça veut dire qu'il y avait un personnage. Il ne faut pas non plus s'attendre à l'intégrale sur HBO Max lorsqu'elle arrivera en France, etc. Ce genre de choses, c'est quand même pas non plus super recherché. Et en parlant de super recherché, j'ai même pas fait la recherche de savoir si Sex et Dépendance était sur en DVD. Non. Non. La réponse est non. Ah non, effectivement. Effectivement. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est compliqué. Bon, merci YouTube, quoi. Hein, on va dire ça. Et la VF est sur Dailymotion. Tu l'as trouvé, la VF? Ouais. Ouais, la VF est sur Dailymotion, effectivement. Ouais, moi je l'ai regardé. Enfin, les épisodes qu'on a regardés, on les a regardés en VF. Bon, mais moi j'ai pas réussi. Je te filerai ma crèmerie parce que je l'ai pas regardé sur Dailymotion, mais. Ah, voilà. Ils y sont, mais enfin, je suis servieuse pour envoyer les liens. Clin d'œil. Et donc, on a eu droit à 2 saisons pour un total de 30 épisodes, dont seulement 28 ont été diffusés. Oui, et la deuxième saison, en fait, n'a eu que 7 épisodes et a été annulée prématurément parce qu'ils se sont rendus compte que, du coup, au niveau audience, c'était pas la fête. Donc, ils ont choisi de prolonger une saison d'une autre comédie et d'annuler celle-ci parce qu'ils arrivaient absolument pas à trouver d'audience. Donc, à la base, il devait y avoir une deuxième saison de 13 épisodes qui a été raccourcie à 7. Ils ont arrêté la production juste avant les sweeps de novembre 2002. Ouais, c'est pas joyeux. On vous en reparlera de toute façon après, hein, bien entendu. Et c'est une série créée par Chris et Paul Weitz, je sais pas comment on prononce ça, dont le premier, Chris, est entre autres le réalisateur d'American Pie. Oh, bah c'est bizarre, on l'avait pas vu venir. Hein. Il fait son auto-promo dans l'épisode. Ah bah, de toute façon, ça, et puis bon, niveau comédien... C'est les mêmes. Il y en a pas mal qu'on peut retrouver effectivement dedans. De toute façon, voilà, niveau producteur, réalisateur, son frère était là aussi avec. Et puis bon, niveau film, c'est toujours à peu près la même chose. Ils ont aussi fait le scénario de Fourmise. Vous savez, Juste avant, oui. Le machin avec Woody Allen en fourmi. Voilà, exactement. Et puis on a eu aussi La Famille Folding et d'autres choses un peu bof quand même, faut bien l'avouer. Et ensuite, ils ont essayé de faire À la croisée des mondes et ils se sont bien viandés. Ouais, voilà, donc une équipe de winners, comme on dit. Non, mais ils ont fait des trucs pas dégueux en télé ensuite. C'est juste que voilà quoi, c'était très très loin de la comédie potache ou des choses à gros budget. Ils ont fait de l'indépendant, quoi. Non, ils ont produit des trucs en télé qui sont pas dégueux. Hein. Il a produit Lone Star, qui est la série annulée en fait avec du monsieur qui a fait Halo plus récemment, qui s'appelle Kai Killen. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Enfin, Chris et Paul Weitz, ils ont pas fait que des trucs dégueux, mais c'est un tout petit peu pour ça qu'on s'en souvient d'eux, des trucs dégueux. Oui. Et donc, niveau scénario, de quoi ça parle? C'est une sitcom. T'as oublié About a Boy, en fait, ce qu'ils ont fait juste après. Ah oui, effectivement. Oui. C'est ça. Et là, il a le Chris Weitz, en fait, il a écrit et réalisé, et ensuite, je crois qu'il a été impliqué sur la série NBC, en fait, au moins sur les débuts. Donc c'est pour ça. Ok. Donc niveau scénario, niveau pitch, c'est une sitcom avec deux amis, un anglais et un américain, qui, en gros, tous les opposent oui et non, parce qu'ils viennent de la même école, ils viennent de Oxford, sauf qu'il y en a un qui travaille pour une grosse multinationale qui fait beaucoup de fric, l'autre il travaille pour un truc, une espèce d'association sans profit, voilà, et ils vont partager un appartement à New York, qui est c'est plus un appartement, quoi, c'est... Un énorme loft. Parce que là, on râle, on dit de Friends avec l'appartement de Monica, etc. En fait, là, l'ascenseur en fait est de la taille d'une salle de bain, en fait, une salle de bain de luxe. Voilà. Et donc, c'était un truc en plein centre, enfin, plus ou moins, ouais.
Off-Center, donc il est un peu décalé, mais voilà, c'est vraiment Manhattan, le truc le plus huppé, un super bâtiment connu avec des gens qui le sont tout autant, des super modèles, des rappeurs, des machins, ça. Et ils ont un autre ami qui, lui, s'appelle Shaw, et qui est un tenancier d'un restaurant vietnamien, qui est joué donc par John Cho. C'est ça. Et Ouais. il fait le show. Et il fait le show. Et donc, niveau personnages principaux, donc on a Yuan, c'était un peu difficile à C'est dire, ça. et Mike, et donc c'est joué par Sean McGuire et Eddie K. Thomas. Eddie K. Thomas qui est donc qui vient de American Pie, hein, voilà. J'avais totalement oublié qu'il jouait Finch dans American Pie parce que je n'ai pas vu American Pie depuis 20 ans. Pareil. Et puis dernièrement, il était aussi dans Scorpion. Ouais. Moi j'aime beaucoup, hein, j'en parle souvent, j'aime beaucoup. Il y a Lawrence Tamil, Jason George qu'on peut retrouver dans Station 19 et Grey's Anatomy. Voilà. Et un peu plus tard, on retrouvera Eugène Levy. Encore American Pie. Enfin, Schitt's Creek aussi maintenant. Ouais, c'est ça. Qui donc joue le docteur Barry Wasserman, aussi appelé Pipi Doc. Voilà. Je pense qu'en fait, le concours qu'on aurait dû organiser pour faire gagner le coffret DVD, c'est à combien on estime la valeur de l'appartement de Off Center, en fait. C'est une vraie question que je me suis posée. Trop cher. Beaucoup trop cher. Et donc, voilà, on a regardé donc au moins le pilote, et toi tu as regardé, Elodie, l'épisode 19, dont tu disais, avec justement la personne qui avait dépensé des points de chaîne pour que l'on regarde la série, parce que c'est une série qu'il aime beaucoup. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et comment ça s'est passé avant que nous rentre dans le vif du sujet? Moi, j'ai souffert et eux, ils ont passé un excellent moment. En résumé, c'était ça. Bon, déjà, vous savez que j'aime pas les sitcoms, donc ça partait mal. C'est sûr. Et en vrai, je connaissais pas du tout la série, j'en avais même jamais entendu parler, donc déjà, je me suis fait huer. Et ensuite, mais en fait, de cette période-là, le début des années 2000, j'ai pas regardé grand-chose, je pense. Et j'ai pas aimé parce que c'est pas mon humour, que je trouve que ça a extrêmement mal vieilli. Et Alors ça. ouais. Voilà, moi je peux trouver des trucs très drôles dedans. Il y a des blagues, c'est oui. Ouais, je pense que pour que je l'apprécie, il aurait fallu que je le regarde quand c'est sorti et que là, la nostalgie aurait peut-être fait que j'accroche un peu plus. Mais là, non. Ouais, il y a 2-3 trucs qui me font rire. Mais pas... Le pilote, vraiment, je le trouve vraiment pas bon. Parce que je trouve qu'il a du mal à présenter les personnages et à nous les rendre attachants. Moi, dès le début, j'ai envie de les baffer. Et... C'est dommage. Bah oui, c'est dommage. Il y a que en fait le personnage. Et à la fin du pilote, tu as envie de les baffer. C'est aussi Bah oui, pas d'évolution. c'est ça en fait, c'est que déjà c'est que je trouve que ça m'a pas fait rire. Donc bon, c'est quand même le but d'une comédie de faire rire, donc ça avait déjà ce point en moins. Et en fait les personnages, je les trouve, mais en fait c'est trop. J'ai l'impression de faire une crise d'épilepsie quoi. Ça part dans tous les sens et en même temps ça raconte pas grand chose, et en même temps je trouve qu'on nous présente pas très bien les personnages parce que finalement en fait on sait d'où ils viennent, comment ils sont arrivés là, mais vraiment c'est les 30 premières secondes de l'épisode, on te balance ça en pleine poire, et après bon, c'est pas grave, si t'as pas suivi ça sert à rien de toute façon. Et il y a juste après du coup quand on a regardé l'épisode 19 où en fait on voit plus le personnage de Chao, et je trouve que c'est le meilleur des personnages. Lui par contre il m'a fait rire. Avec le docteur, parce que de souvenir, effectivement, il était vraiment très drôle. Mais bon, Ouais. je pense que c'est Eugène Levy qui fait tout aussi. Hein. Et ouais, lui il m'a plus fait rire, mais du coup c'était pas le même genre d'humour, et donc dans les épisodes suivants je pense que ça se calme un peu, et on arrive à un peu plus s'attacher au personnage. Mais je pense que de mon point de vue le premier épisode c'est une catastrophe quoi. Le pilote fait pas bien le boulot. Ouais. Absolument pas. Et juste avant de te donner la parole, Florian, donc dans tous les personnages, ayant vu donc ce pilote non diffusé,
Donc déjà, le générique n'est pas le même. Moi, j'aime bien le générique. La chanson, elle est cool. Il y a certaines chansons qui sont changées aussi entre les 2 épisodes, sans doute une question de droit, j'en sais rien. Toujours est-il que Eddie K. Thomas, qui donc joue le rôle de Mike, dans les pilotes non diffusés, n'est pas là. C'est quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce que vous avez une petite idée sans regarder? Non, non, ça aurait été très 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 marrant si ça avait été Jason Biggs, et ça aurait été encore plus marrant si ça avait été Alyssa Hannigan, mais qui était sur Buffy à l'époque de toute manière. Ça n'a rien à Donc voir avec non, American Pie. mince, donc je n'ai aucune idée. Je sais C'est pas. un certain Josh Radnor, Ah Ted ouais. Mosby dans How I Met Your Mother. D'accord. Bon, ça aurait pu Et, être taf aussi, hein. et très franchement, je préférais. Il y avait un truc bien sympa, il y avait vraiment une façon différente de présenter le personnage. Ce que propose Eddie et Thomas, j'aime beaucoup aussi, mais vraiment, il y avait une dynamique changeante, alors que le scénario est le même, hein, c'est les mêmes gags à peu près. Il y a des choses quelques petites choses qui changent, quelques blagues qui changent, et des blagues qui étaient vraiment très bonnes dans le pilote qui ont disparu dans l'épisode final. Je trouve ça dommage, parce que les blagues étaient vraiment très drôles à ce moment-là. Mais quand j'ai lancé l'épisode, voilà, je me suis retrouvé avec lui. J'étais, oh bah tiens, enfin, parce que mon but c'était juste, oh, j'ai vite regardé, ça tombe, c'est exactement la même chose, vu que c'est une sitcom où globalement au niveau scénario ils vont pas changer grand chose. Je vais juste voir un peu les petites différences. Puis je vois lui, ça c'est la plus grosse différence qu'on peut voir. Lui et la supermodèle, comment elle s'appelle encore, Je sais plus, mais oui. un nom bizarre là, C'est pas vie. Vi, voilà, qui n'est pas la même actrice. Le reste, c'est tout le monde, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Bref, voilà, donc cet épisode-là, on a donc la présentation rapide des 2 personnages. Ils emménagent dans cet hôtel, enfin dans ce bâtiment, avec, il y en a un, Yuan, avec son accent anglais, c'est un tombeur absolu. L'autre, il a plus de mal, mais il a une copine aussi, et c'est ça la dynamique entre les 2. En même temps, enfin, c'est pas mis dans le pilote en fait, mais quelque part c'est le plan de drague, c'est le plan de drague ultime, parce que la pick-up line c'est moi c'est U1, mais en fait c'est U au lieu de mon prénom, c'est EU au lieu de EW, tu vois, donc c'est une super pick-up line à la base. Ah non, c'est vrai que lui, Et ce que je viens de dire est à peu près du niveau de l'humour du pilote, hein, je précise. Ouais. Parce que le problème de l'humour du pilote, à part des blagues voilà, sélectionnées par-ci par-là qui sont pas mal drôles, mais qui, comme tu disais, Elodie, parfois sont un peu accélérées, on se dépêche à les faire, etc. Et il y a aussi un problème du mix niveau son du public et derrière enregistrés qui étaient assez énervants dans le pilote en tout cas. Mais après le reste, c'est beaucoup de blagues très misogynes. Limite raciste. Il y a des trucs qui ça peut pas passer, hein, que ce soit à l'époque ou maintenant, ça peut pas passer. C'est ça en fait, c'est écrit de manière où en fait les 2 personnages, enfin le personnage de Cho et le personnage du rappeur, donc qui s'appelle Status Quo. Ouais. Voilà, enfin j'avais un fun fact plus tard, mais il est tellement inutile que je préfère m'en passer. Mais c'est vrai que les 2 personnages en fait, tokens en fait, sont vraiment écrits comme des tokens, c'est-à-dire des personnages clichés où en fait les vannes qu'on va leur écrire, y compris dans le pilote pour les présenter, ce sont des choses qui sont totalement clichés. Et ceux qui écrivent ça ne se rendent pas compte qu'à aucun moment, un personnage, afro-américain ou asiatique se comporterait comme ça dans la vraie vie des gens. Donc, ce qui induit un décalage, ou même si tu as la suspension d'incrédulité, ça peut pas marcher, quoi. Alors, par contre, pour préciser avec tout ça, c'est que dès le 2e épisode, cette dynamique raciste disparaît complètement. Là, on n'a plus le côté on les a mis parce que c'est bien niveau quota. Là, il y a vraiment une espèce l'impression d'un gap entre les 2 épisodes. Ils sont potes, il y a pas de problème, même avec justement avec Status Quo, et ça va d'ailleurs créer une situation assez cocasse.
Mais pour donner un exemple avec Status Quo, justement, c'est que dès la la fois où on le voit, il vient râler parce qu'il dit il faut pas utiliser l'ascenseur commun, il faut utiliser l'ascenseur de service pour votre déménagement. Il le dit sur un ton, on va dire, assez précieux, je trouve, la façon dont il le fait. Et puis un déménageur qui arrive, il fait ah c'est toi machin, voilà un peu la caricature en fait du black rapper, etc. Enfin voilà. Et donc là l'autre il lui répond mais vraiment de façon violente. Les deux autres ont peur et puis après hop il reparle aux deux autres comme si en fait un black parlait différemment s'il était en face de personnes blanches et là tu te dis c'est pas normal en fait. Mais ça revient parce que après quand merde, du coup, je sais plus dans quel épisode c'est, si c'est dans le pilote ou dans l'épisode suivant qu'on a regardé où ils font une soirée. C'est le pilote. C'est le pilote et quand Avec Vi justement où il la pousse à enfin le flic il le connaît bien et au début il fait ouais c'est bon y a pas de souci machin et puis et là il commence à s'énerver parce qu'il dit merde j'ai envie d'un peu un peu les dégager et puis l'autre elle prend photo pour montrer que il a un peu de la street cred qu'il n'a plus et là il se fait mettre les menottes et puis l'autre lui dit c'est bon arrête ton truc Snoop Dogg et puis ah c'est cool il m'a appelé Snoop Dogg. Voilà, c'est vraiment non, absolument pas. Et là, non, et ça va pas. Ça va pas. Moi, ça m'a dérangé à pas mal de moments. Et les autres blagues. Même avec le personnage de Chao. Hein. Ouais, le personnage de Chao au restaurant, c'est pas mieux. Hein. Alors que dès le deuxième épisode, il n'y a plus vraiment ça, en fait. En tout cas, s'il y a, c'est tellement moins appuyé. Et puis les autres blagues sont au-dessus. Donc, toi, on a un équilibre qui se fait. Là, c'était. Oh putain, tu es encore sur le choc de la blague que tu viens d'avoir. Il t'en lâche une autre qui passe partout. Mais en fait, bof, ça passe et t'es toujours en train de te dire putain, mais ils ont réellement fait ça Ok. Alors que bon, le deuxième épisode, niveau humour, la base, ça vole pas plus haut parce que c'est une histoire de morpions. Et ils veulent savoir où ils se sont chopés. Et ils essaient de se les faire refiler les uns les autres. Mais ça finit de façon très drôle avec un message face caméra de Shaw et de Status Quo où en gros il dit clairement genre une espèce de comment on appelle les PSA aux États-Unis, donc un petit message de prévention. Il parle des morpions, il dit attention, voilà, faites attention quand vous avez des rapports sexuels ou n'en ayez pas du tout. Faites pas de sexe, vous allez voir, vous serez très très content, machin, parce qu'ils ont passé tout l'épisode chacun à voir des morpions à différents endroits et pour différentes raisons. Et quand on voit le dénouement, ben, c'est finalement assez drôle. Et il y a tout un tas de gags qui sont quand même très très drôles. Mais le pilote, en fait, le pilote aurait pu être celui-là. Tu zappes toute la partie où ils emménagent. Le moment gênant où ils cherchent un matelas et le mec il drague tellement que même la vendeuse elle se dit c'est pas grave, on va se plotter sur un lit pendant qu'il y a plein de clients autour. Ouais, mais ouais. En fait, t'as l'impression que l'épisode il était regardé par un ado, quoi. Enfin... Ouais. Mais alors que, toi, le suivant, vraiment, j'ai trouvé... ok, là, il y a un truc. Et puis, en regardant des extraits par-ci, par-là, bah voilà, il y a différents personnages qui arrivent en plus, et il y a une dynamique différente. Mais après, le fait que ce soit annulé au bout de 2 saisons et que ça ait eu du mal niveau audimat, ça m'étonne. Mais les mecs de la WB disaient non, non, on croyait vraiment au truc, c'est juste qu'on n'a jamais pu réunir l'audience qu'on voulait pour la série. Voilà, ils faisaient 2 millions. Ouais, bah, en même temps, de WB, aussi W, niveau chiffres, ça n'a jamais été la joie. Hein. C'était l'époque où ils faisaient encore des sitcoms qui fonctionnaient pas mal, quoi. Ouais. Et je voulais quand même ajouter 2-3 trucs, en fait, parce que tu m'as pas laissé la parole pour dire ce que j'avais pensé du truc, mais je sais pas. J'allais venir vers toi. Voilà. En fait, il y avait 2 choses que je voulais ajouter. Le premier rôle, en fait, le monsieur qui joue Yuan, en fait, c'était son tout premier rôle aux États-Unis. Ce qui fait que du coup, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal, en fait, dans cet environnement très très cadré de sitcom. Et l'autre chose qu'on a oublié de préciser dans la création, c'est que certes, ça a été commandé et promu parce que c'était les frères Weitz qui avaient écrit le pilote, mais
le showrunner et la personne qu'ils ont amené pour rendre ça une sitcom qui fonctionne pendant une trentaine d'épisodes, c'est un monsieur qui s'appelle Danny Zucker, qui était déjà un vétéran de la sitcom lorsqu'il a été embauché et qui ensuite sera un gros staffeur sur Modern Family et qui est aussi auteur d'un très très bon profil Twitter sous son propre nom. Donc j'étais surpris de le voir en fait dans ce bail-là. Et du coup, je sais pas en fait si il a été chargé de, on va dire, de rendre un tout petit peu moins lourdes les vannes des frères Weitz qui n'avaient pas écrit de série, ou si ça a été l'inverse, quoi. Mais du coup, et ça m'a bien fait marrer en fait parce que le logo de leur compagnie de production en fait c'est une fausse compagnie d'avocats en fait qui s'appelle Weitz Zucker et en fait les trois ils font à l'unisson We'll fight for you. Ça m'a fait marrer. Ça m'a même plus fait marrer que le pilote. Et tu as trouvé une vidéo de 1 heure de ça sur YouTube et tu le regardes en boucle. Ah, c'est drôle. Ah, si, Et tu me fous 10 heures de site au bout de site. Ah oui. Good dog. Oui, ça c'est. J'attendais avec impatience à chaque fois celui-là. J'aime beaucoup. Niveau comédien qu'il pourrait y avoir dans la niveau American Pie par la suite, Jason Biggs fera une petite apparition. Voilà, dans le 11e épisode. On a par contre, lui c'est pas lui c'est pas ça, mais par contre on a Shannon Elizabeth dans l'épisode 19 justement que tu as vu, Elodie. Ouais. Et donc Genevieve dont on a déjà cité. Et sinon il y a petit point comment dire sauvé par le gong, Dustin Diamond est invité dans un épisode. Et dans le pilote on a oublié le caméo de la mort qui tue. Une des filles en fait que Yuan en fait drague et essaie de faire un threesome en fait, l'une des deux c'est Madame Johanna Garcia qui sera voilà. Qui sera plus tard en fait sur pas mal de séries, sur pas mal de sites comme en fait Johanna Garcia Swisher. Non, ça te dit rien? Non. Bon. Ok. Oh. Et elle a fait pas mal de séries par la suite. Je crois qu'elle a fait Privileged pour la CW. Elle a fait une sitcom pour ABC justement où elle était mariée. Voilà. Et elle a été lead de sitcom sur pas mal de choses sur les années suivantes. Donc c'est entre les années 2010 et 2015. Ça te dit rien? En fait, moi, je la vois dans la dernière série qu'elle a fait ici dernièrement, c'est le truc avec les Magnolia là, sur Netflix. Ça s'appelle Sweet Magnolia sur Netflix. Sweet Magnolias, ouais. Il y avait ça, mais elle a fait énormément de. Voilà, elle a fait Astronaut Wives Club, mais ça, je l'ai pas vu. Oui, par contre, elle faisait. J'ai vu Animal Practice, qui était la série qu'elle avait fait avec Justin Kirk. Elle a fait, voilà. Et la série que j'ai cherché, c'était Better With You. Voilà, qui a duré qu'une seule saison. Ben, en fait, non. Et donc, en fait, Johanna Garcia, pour les gens qui ne se souviennent plus, elle va faire énormément de sitcoms annulés et va devenir vraiment une comédienne de lead role en fait sur les années suivantes. Elle a joué aussi, elle est aussi dans Riba en fait. Elle a été castée avec Riba McEntire. Voilà. Et Mathieu qui n'est pas là pour le faire plaisir. Bon, c'est pas la seule, mais elle était dans Once Upon a Time. Voilà, comme ça. Ça dure un peu plus longtemps, tout comme justement Yuan, donc l'acteur de Yuan qui a été dans Once Upon a Time par la suite. Voilà. C'est bien, j'ai l'impression d'enchaîner beat sur beat en fait. Je dis Johanna Garcia, et en fait Ben t'étais là, qui? Non, et puis en fait, il suffit que je tape le nom et je vois le visage. Ah ouais, le souci c'est que moi les noms, il y en a certains, je les reconnais, et puis d'autres. Ouais, ça retient pas. Vraiment, c'est voilà. Et puis en ce moment, en plus de ça, Non mais t'es pardonné, je l'avais pas reconnu jusqu'à ce que je lise son nom au générique en fait. Et puis c'est vrai que quand je vois quand je la vois, je dis mais c'était laquelle? Et puis ouais, faut vraiment voir, surtout que la qualité sur YouTube, elle est pas non plus top hein, sur le pilote, il faut bien l'avouer. Hein. Voilà. Bref. Off Center. Bon, bah, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc si jamais vous voulez tenter, ça peut se faire assez rapidement. Il faut juste bien retenir que le pilote, c'est pas la joie, quoi. Comme dirait le leader de la Noops, faites mieux.
Voilà. Faites mieux ou ne faites pas. C'est comme vous voulez. C'est n'importe quoi. Faites mieux ou ne faites pas, on dirait un truc de Yoda. Do or do not. Et franchement, pour un season final, on donne tout, hein, tu vois. On invente des citations de Yoda. Ah oui. Voilà. On va même pas parler de Obi-Wan Kenobi, alors que c'est tout ce dont on doit parler, Frédéric, quand même. Après, on va nous Obi-Wan cacher Kenobi. fan service et tout. Voilà. Hashtag fan service. Ouais, non, Obi-Wan Kenobi, non. Alors, j'ai même pas envie de débattre. Non. Voilà. Arrêtez. Mais on peut inventer des citations de faux Yoda à la place d'un segment sur Obi-Wan Kenobi. Oh ouais, totalement. Avant de passer aux recommandations, rapidement de l'actualité avec des renouvellements et des annulations. Renouvellement Starstruck, qui est renouvelé pour une saison 3, la comédie romantique HBO Max, que moi j'aime beaucoup, est renouvelée, et ça c'est très très qui est sur Canal Plus en France, mais par contre, c'était commandé par HBO Max à la base, c'était pas Channel 4, c'était pas Sky ou un truc comme ça. En tout cas, maintenant c'est HBO Max. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais en fait, c'est pas HBO Max qui l'a renouvelé, en fait, c'est les gens britanniques, en fait. Je suppose qu'à la base, effectivement, c'est l'origine, donc on est sur... C'était sur BBC One. Ben voilà, donc c'est eux qui ont renouvelé le truc, c'est pas HBO Max, hein. Ils servent à code. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, bon, si c'est renouvelé pour une saison 3, et ça c'est très cool. Voilà, faites ce que vous en voulez, je dirais rien, mais bon, Squid Game est renouvelé pour une saison 2. Ça a mis du temps à nous l'annoncer, alors que bon, globalement, on le savait, hein. Oui, que ça, il est en train de bosser dessus. Enfin, ça a été. Ce qui est intéressant avec Squid Game, au-delà de tout le barnum médiatique, c'est que ça a fait venir le créateur de Squid Game à Cannes série, et il y a eu un focus sur les séries sud-coréennes en fait dans ce cadre-là, ce qui est quand même relativement rare parce que historiquement, voilà, que ce soit les festivals internationaux de séries ou les diffuseurs français traditionnels, donc pas les plateformes, Ouais. ont été très 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 peu ouverts historiquement aux séries japonaises, coréennes et chinoises. Voilà. Alors par contre, par rapport à ça, j'avais vu un tweet tout à l'heure, j'essaie de le retrouver, qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'on parle que dans cette saison 2, on rencontrera le petit ami de la poupée, une espèce de poupée là, bizarre, et quelqu'un disait, je retrouve plus le truc, c'est pas très grave, à tous les coups, je sais qui c'est son petit ami, c'est Marc Lavoine, parce qu'elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Waouh Et j'ai beaucoup aimé. Tu l'as retweeté, faut que je le retweete ça. Je ne l'ai pas retweeté, je pense, en fait. C'est ça le problème, c'est que je l'ai vu tout à l'heure, je voulais retweeter, puis j'ai pas fait. Mais je vais le retrouver et je vais retweeter parce que c'était très très beau. Je trouve ça. Oui. Elle est bonne. Voilà, mais je vais le retrouver, puis on va s'arranger là-dessus. Mais c'était vraiment très très drôle par rapport à cette saison 2. Ensuite, par contre, moins de chance. Made for Love, hein. Ça s'arrête au bout de 2 saisons. Je suis extrêmement triste. Bah ouais, je comprends. Parce que toi, surtout vu la fin de la saison 2, ça me plaît pas. Ça ne te convient point. Non. Mais je Comme peux rien dire. Comme pour toutes les séries HBO Max, on ne saura absolument pas pourquoi ça a été annulé. En fait, c'est comme Raised by Wolves. Enfin, si, Raised by Wolves, on se doute que parce que ça coûtait super cher, mais quand même. Ouais, enfin, c'est pas forcément une seule raison, parce que Je viens de retweeter la vanne sur Squid Game. Ah ouais, si tu veux le reprendre. je vais te le faire, en fait. C'était donc le tuteur, c'était Mogo, donc la Lise Ananas. La Lise Ananas. Voilà, et voilà. Ça doit être Marc Lavoine, je pense, non, parce qu'elle a les yeux revolver, elle a un regard qui tue, elle a tiré la première, elle a touché, c'est foutu. C'est beau. C'est très très beau. C'est devenu un top tweet, hein. Il y a 25 000 likes. Oui. Pas de notes, c'est du très bon. Ah non, là, voilà. Par contre, ce qui est du très bon, oui, non, j'en sais rien. Je vois qu'il y en a qui sont tout excités par ça. Moi, je trouve que il serait peut-être temps d'arrêter, messieurs. The Boys, renouvelé pour une saison 4. Mais bon, ça marche. Hein. Ça gratte des pénis de l'intérieur, et puis ça marche. Moi, j'ai toujours pas commencé, alors vous savez. C'est pas grave. C'est pas grave. Et alors, renouvelé, alors que je pensais que ça avait été annulé. Ça avait été annulé. Il me semble bien, oui. parce qu'on en avait parlé. Shmigadoon, renouvelé pour une saison 2 sur Apple TV.
Ouais. Je sais pas qui c'est qui avait dit que c'était C'est pas, annulé, mais c'est pas annulé, ça... c'était censé être une mini-série en fait, c'est ça le truc. Ouais. Ok. Mais en fait, quelques heures auparavant, avant que le renouvellement soit annoncé, il y a Alan Cumming en fait qui a mis des photos de tournage. Donc c'était un truc, voilà, Et donc, c'était un secret de polichinelle. voilà. Jusqu'à quelques heures avant qu'Apple le confirme. Ah oui, là, ils avaient plus le choix de le confirmer, en fait. Mais Je voulais juste préciser, enfin c'est ce que j'ai dit sur Twitter, mais je tiens à le rappeler, c'est vraiment vraiment dommage qu'il ramène pas Barry Sonnenfeld à la réalisation. Vraiment, hein. après, il faudra voir qui le sera et comment ça va tourner. C'est Robert Luketic, entre autres, qui a réalisé Legally Blonde avec Reese Witherspoon et d'autres choses, entre autres. Pourquoi pas? Mais c'est pas un spécialiste des trucs de studio, voilà. Non. Et là, ici, on va passer donc la première saison, c'était les années 40. Et donc, si j'ai bien lu, on serait plutôt du côté 60-70 niveau comédie musicale ici pour la saison. C'est ça, avec Chicago qui est la version comédie musicale de Chicago. Voilà. Donc ça va être un gros délire des déliros. Voilà, parce que le Schmigadoon, pour le premier, c'est parce que c'était Brigadoon. Voilà. Que je trouvais très très sympathique, l'original. Puis bon, la série, j'avais bien aimé, moi, personnellement. Je sais Ouais, moi qu'il y en a beaucoup aussi. qui étaient Alors que j'aime pas les séries musicales et ça, j'avais adoré. J'aimais le côté fake, un peu comme ça. C'était rigolo, c'était décalé. Et puis les personnages, j'ai trouvé vraiment bien sympa. Et puis dans le second rôle, il y a eu le coup de génie de caster Ariana DeBose juste avant qu'elle explose avec West Side Story, quoi. Donc, franchement, alors là, Du flair. ouais. Mais en même temps, bon, c'est pas pour rien. C'est une actrice, une comédienne, voilà, une star qui était dans le milieu. Donc tu pouvais pas ne pas la prendre. Après, c'est vrai que là, c'était un bon flair, quoi, un bon moment, c'est clair pour elle. Et puis elle était géniale dans cette saison, hein, en tant que prof, j'ai vraiment beaucoup. Et puis bon, ouais, il y avait Cecily Strong. mais c'est surtout, enfin, c'est Cecily Strong. Enfin, moi, je suis venu là pour Cecily Strong et franchement, elle est épatante dans cette série, hein. Ah, elle est géniale. Moi, Ah ouais, ouais. j'adore cette comédienne depuis le SNL et on la voit pas assez, je trouve, vraiment pas assez. Mais c'était un des trucs, enfin, il y en a beaucoup, mais c'est un des trucs, et j'aime bien le film, mais qui m'a vraiment déçu du Ghostbusters de Paul Feig, c'est qu'on la voit dans un tout petit rôle, et tu te dis, ah, elle est là, elle va revenir, et elle revient jamais. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment le caméo, histoire de dire coucou, il y a d'autres gens du SNL ici, quoi. C'est vraiment ça. Bon, mais voilà, en tout cas, niveau actu, je pense que c'est tout. On a passé les upfronts, on a passé le plus gros du truc. Là, on rentre dans l'été où, globalement, il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Normalement, après. Et là, il y a eu énormément, il y a eu une palanquée de premières dates, en fait, du côté de Netflix, puisqu'ils viennent de faire la Geek Week, donc on va voir le retour de Cuphead mi-août. Et ils ont surtout annoncé Ouais, que déjà annoncé ça. leur grosse locomotive de la rentrée dont on attendait en fait la date de lancement depuis des mois, donc The Sandman, adapté des comics cultes de Neil Gaiman avec Ouais. une palanquée d'acteurs et Gwendoline Christie et 50 000 autres personnes, et une version féminine également de John Constantine, qui est joué par Jenna Coleman. Et donc ça arrivera le 5 août, soit 2 semaines avant toutes les autres locomotives sérielles de la rentrée, en fait, des gros machins qui seront inescapables. Moi, Alors que j'aimerais bon, bien que Netflix ils préviennent un petit peu avant de faire leur soirée événement là, parce qu'ils balancent un tweet 1 heure avant et il faut qu'on soit à leur disposition, quoi. Non, mais je te jure. non, mais c'est ça. C'est ça, du temps de cerveau disponible. Alors que globalement, tout le monde sait très bien que ce qu'on attend réellement de chez Netflix, à part Cuphead, parce que c'est vrai que Cuphead, c'est très très bien, c'est Virgin River la saison 4. Virgin River, ouais, je m'attendais à ce que tu dises ça. C'est le 20 juillet. Attends, vas-y, voilà. Mais je veux. Vous comprenez pas la douleur depuis le temps que j'attends. C'est triste. Bref. Ben, moi, il y a aussi la saison 3 le Tim Robinson, I Think You Should Live, Ah qui a oui. été renouvelé également Oui, ben ça pour la c'est. saison 3. Mais on a déjà la date, non? Non, il n'y a pas la date, ça a juste été renouvelé il y a genre un petit mois. Voilà, mais ça, oui, effectivement, le I Think You Should Live, c'est un petit bonbon de bizarrerie. Je suis bien content qu'il le garde, Netflix, hein.
Je suis bien content. Bref, ça niveau actu, on a fait le tour. Et du côté de Disney+, comme ça on va commencer par Disney+, hein, on va commencer par Dopesick. Ouais. Voilà, avec Michael Keaton, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Tu te trompes, c'est Batman. Non, c'est le gars dans... moi, c'est Birdman. Toi, tu le vois en Birdman, toi? Non, mais double ma femme et moi. Bah, c'est pas le même genre. Oh, zut! Non, enfin, si tu vas pour ça, tu vas être déçu, quoi. Ah. Non, je vais vous parler donc de Dopesick, qui est une mini-série en 8 épisodes, et comme tu disais, c'est sur Disney+. C'est une série qui est créée par Danny Strong, qui a notamment bossé sur Empire et sur Proven Innocent, et surtout qui joue dans Billions. Et qui joue Jonathan de Buffy, Elodie, quand même. Jonathan de Buffy. Buffy. En un mot, de Buffy. Et donc, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, la série, elle se déroule sur plusieurs chronologies, et on s'intéresse à la crise des opioïdes aux États-Unis. Au centre, on a une entreprise, Purdue Pharma, qui a créé l'Oxycontin, que je pense que tout le monde connaît. Hein. Oui. C'est un opioïde qui est, à cette époque-là, du coup, prescrit comme des bons becs, sauf que ça reste un opioïde, donc très addictif, et un petit peu. Et donc, c'est pour la vie pour les grands et les petits, Elodie. C'est beau la vie. Et donc, il va entraîner toute une crise de l'addiction et des crimes liés à l'oxy à travers les États-Unis. Une crise de l'addiction. Je sais pas pourquoi j'ai coupé le mot dans d'une autre façon, c'est une crise de l'addiction. Le mec, il n'arrive plus à parler. Ou alors, il peut plus s'arrêter, il parle tout le temps. Ou il parle tout le temps, il découpe tous les mots. Après, il les envoie par la poste. Je vous ai donné tous les indices. Bah écoute, vends le projet. Vous n'avez pas écouté. Il fallait mettre le COD après le sujet et le verbe. Vas-y, donc une crise de l'addiction. Et donc on va suivre plusieurs personnages au centre de l'affaire. D'abord on va suivre Richard Sackler, qui est joué par Michael Stuhlbarg, qui est à la tête de l'entreprise Purdue Pharma, et c'est lui qui va pousser à la démocratisation de l'oxy. Pour vous le décrire, c'est un personnage qui est absolument détestable, qui veut toujours pousser à développer l'entreprise au détriment, bien sûr, des gens, parce que les gens, il en a rien à foutre, et ça en toute connaissance de cause. Hein. Ici, il sait qu'il tue 2 gens, mais bon, c'est pas grave. Mais sa motivation, c'est pas seulement d'être plus riche, c'est de se faire accepter par sa famille, et surtout son père, parce qu'il l'a toujours traité comme l'incapable de la famille. Mais maintenant qu'il a créé le médicament le plus vendu aux États-Unis de l'histoire, il commence à gagner sa fierté, donc il n'y a plus rien qui l'arrête. Dans le même camp, dans le presque même camp, on va avoir Billy Cutler, qui est joué par Will Poulter, qui était dans American Vandal, et qui est un commercial de chez Purdue Pharma, et lui, c'est la caution repentance de la série. Puisqu'au début, il va être un bon commercial, il va appliquer toutes les consignes que l'entreprise lui donne, jusqu'à ce qu'il prenne conscience que y a un problème, quoi, ça va pas. Et il va commencer à mal le vivre. Surtout, il va mal vivre le fait de faire partie du problème, il va se sentir coupable. Et peut-être qu'à un moment donné, il va retourner sa veste, mais je vous en dis pas plus. Toujours du bon côté. Toujours, tellement qu'elle craque. Et justement, ce commercial, ça va être celui qui va présenter l'oxy au docteur Samuel Phoenix, donc comme tu disais, qui est joué par Michael Keaton. Lui, c'est un peu le médecin de famille d'une petite ville minière. Il connaît tous les habitants, il est hyper à l'écoute de leurs problèmes au quotidien. Et c'est lui qu'on va voir à chaque fois qu'on a un pépin. Il a l'habitude de suivre les habitants depuis la naissance, quoi. Vraiment, il connaît tout le monde a confiance en lui. Voilà, quoi. C'est le médecin de famille. Et donc, du coup, on va lui présenter à tes souhaits. On va lui présenter le médecin. Tout de suite. C'est ça. Il va voir ça comme un remède miracle, puisqu'il a l'habitude de voir des mineurs usés par le travail qui ont des douleurs chroniques. Et lui aussi va avoir un souci de santé. On va lui prescrire de l'oxy, et il va devenir addict, et on va suivre sa descente aux enfers jusqu'à sa désintoxication. Et en fait, tout ça, c'est une chaîne, puisque ce docteur, il a prescrit de l'oxy à Betsy, qui est jouée par Kathleen Dever,
qui est une jeune femme qui bosse à la mine et elle a un grave accident de travail. Donc le docteur Phoenix lui prescrit de l'oxy. Elle va aussi devenir accro, sauf que c'est pas son seul problème, puisque Betsy, elle est lesbienne et dans une famille très catholique, ça passe pas du tout. Du coup, dans un premier temps, elle va pas du tout avoir le soutien de sa famille. Elle va commencer à faire des choses très moches pour se fournir de l'oxy, en fait. Et donc, pour combattre tout ça, on va avoir le camp de la police avec d'un côté Bridget Meyer, qui est jouée par Rosario Dawson, qui est une détective de la DEA qui va prendre l'affaire très à cœur, et tellement à cœur que ça va en détruire son mariage et sa carrière. Mais bah oui. Mais dans la chronologie suivante, elle sera plus seule pour combattre le monstre pharmaceutique, puisqu'elle sera aidée de Richmond Castle et Randy Ramsayer, qui travaillent pour le bureau du procureur. Et eux, ils sont joués respectivement par Peter Sarsgaard et Randy Huckenhager. Et en fait, toutes ces personnages, ça va former une chaîne où chacun va être un peu impliqué dans la vie de l'autre. Et ça fait, bon, sans complotisme, mais ça fait vraiment un complot qui vise à enrichir les riches et appauvrir les pauvres, quoi, en gros. Et même si la série s'est inspirée de la vraie histoire, quoi, c'est évidemment ultra romancé, mais ça sert à un propos, quoi. C'est pas juste putassier et sensationnaliste pour attirer le chaland, puisque en fait on s'attache aux personnages. Et en fait, le fait que ce soit très romancé, on comprend plus vite le problème sociétal qui a été causé par l'oxy. C'est intéressant en fait parce qu'on a à la fois la vision macro et micro du problème, parce qu'on voit le problème que ça cause au niveau politique, la corruption, problèmes médicaux, mais aussi au niveau de toutes les vies individuelles que ça a gâchées. Et après, la série, elle revient aussi sur tous les mensonges que Purdue Pharma a fait pour vendre leur daube, et puis toute la corruption qu'ils ont mise en place pour acheter Merde, j'ai oublié le nom de l'instance qui labellise les médicaments, qui les met sur le marché, là. C'est la FCC, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, merci, c'est ça. Et bon, voilà, on suit les mensonges, la corruption. Et donc, du coup, ça fait qu'on a d'un côté des personnages hyper attachants, avec des histoires qui en fait, elles peuvent sembler malheureusement banales, parce que ça fait partie de bien trop de faits divers qu'on voit de ce genre. Mais en même temps, c'est mis en scène de telle façon que ça nous empêche de voir ça comme un truc banal, parce qu'on s'attache très vite aux personnages, parce que ils nous touchent, et qu'on se dit que c'est pas juste des gens défoncés, c'est qu'ils sont pas nés comme ça, et remonter toute leur histoire, on se dit bah non, en fait ils ont juste vu un médicament qui pouvait améliorer leur vie, et ils se sont fait avoir, et maintenant leur vie est gâchée et il n'y a plus que le cimetière qui les attend, quoi. Ah bah. Et en même temps, la série, elle traite pas que les problèmes d'addiction et de politique, mais aussi on parle de la pauvreté, on parle d'homophobie, on parle des religieux qui se prennent pour des médecins. Enfin, il y a beaucoup de thématiques annexes qui sont traitées. Et de l'autre côté, on a des personnages aussi qu'on a envie de frapper très fort. D'ailleurs, Michael Stuhlbarg, qui est excellent dans le rôle du personnage exécrable, ils lui ont fait une gueule horrible. C'est combien de degrés on a envie de les frapper par rapport aux deux personnages de Off-Center, en fait? C'est double, triple, moitié ou quart? Double. Ah ouais. Non, parce que les autres, bon, ils sont chiants, mais voilà, je serais pas violente. Ils ne ruinent pas des vies, en fait, c'est ça. C'est ça. le côté ruiner des vies. Ouais, c'est ça. Et puis le côté se sentir en toute impunité, quoi. C'est ça qui est très énervant. C'est que tu as l'impression pendant quasiment toute la série que quoi que les gentils fassent, bah, face à la grosse machine qui est Purdue Pharma, bah, ils sont incapables de faire quoi que ce soit, et aussi bien du côté légal que illégal, quoi. J'étais un peu flippette là tout à l'heure parce que tu décrivais énormément de trajectoires des personnages et tout ça se passe, enfin toute la galerie de personnages là, ce que tu décris, ce que tu as expliqué, ça se passe dans les 2-3 premiers épisodes, en fait. Non, j'ai un peu dépassé, mais en fait, on va pas se faire spoiler la gueule, en fait, en t'écoutant tes explications, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Non, en fait, c'est que alors déjà, c'est des épisodes qui sont assez longs, hein, c'est du 52 minutes. En fait, il y a rien de très surprenant. C'est que dans le premier épisode, on va te présenter tous les personnages.
même si là, ce que j'ai raconté, tout n'est pas dans le premier épisode, tu sais que c'est ça qui va se passer en fait. L'histoire, elle est écrite d'avance. C'est en fait, c'est un peu des stéréotypes, mais bien écrits. Tu sens les exemples bien choisis pour illustrer une histoire plus grande. Mais en même temps, c'est tellement réaliste que tu sens pas ça fait pas cliché en fait. Après, le seul point négatif que j'ai sur la série, c'est que c'est sur plusieurs chronologies, mais en fait, chaque époque est très rapprochée. Hein, c'est début des années 2000. Donc, des fois, tu te perds un peu parce que selon les thématiques de l'épisode, des fois, tu vas passer très vite d'une époque à l'autre, notamment quand ils commencent à parler de l'action en justice. Parce qu'à chaque fois, tu vas voir quand ils vont venir témoigner, et donc tu vas avoir des espèces de flashbacks pour remettre en contexte et voir qui ment et qui dit la vérité. Comme voilà, c'est des périodes, genre tu sautes 2 ou 3 ans à chaque fois, tu te perds un peu dans la chronologie, mais après ça reste compréhensible. Et surtout, la grande qualité, c'est que c'est hyper équilibré entre les histoires personnelles des personnages, l'enquête et à la fin la procédure judiciaire. Donc bon, après, faut être bien dans sa tête, hein, c'est parce que c'est une série, c'est la chialade du début jusqu'à la fin, mais c'est hyper intéressant, rien que niveau historique, si vous voulez mettre un pied dans la thématique, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Ok. Donc tout ça, c'est sur Je voulais ajouter ce qui est lié à Dopsic, mais qui est un projet concurrent. Dopsic a été annoncé et a été tourné en fait et diffusé là depuis un certain temps, mais il y a un projet concurrent qui est exactement sur les mêmes choses, c'est-à-dire le début de l'épidémie d'opioïdes, les débuts d'Oxycontin, etc., qui s'appelle Painkiller, et pour le coup ça va être produit par Netflix, par les producteurs de Transparent, et pour le coup ça va être réalisé par Peter Berg en intégralité, et il va y avoir va pas y avoir Michael Keaton, mais il va quand même y avoir entre autres Uzo Aduba, Taylor Kitsch et Mathieu Broderick en fait. Et donc ça, c'est actuellement en post-prod. Donc ça devrait être aussi lancé à la rentrée quand Netflix veut, enfin s'il décide de dire quand est-ce que c'est diffusé, parce que voilà. Ouais. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. Bref, sur Disney+, il n'y a pas que ça, il y a quelque chose qui est arrivé plus récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, voilà, qui s'appelle Miss Marvel. Voilà. Et donc, Florian et moi-même, on a vu donc ce premier épisode. Le deuxième donc, arrive. Et oui, parce qu'ils n'ont pas lâché les deux premiers, alors que j'aurais préféré qu'ils le fassent. Donc, on aura le deuxième le mercredi qui arrive. Voilà. Bah, en tout cas, ouais, on va rentrer dans le détail, mais le premier épisode fait bien le boulot, au point où on se dit merde, allez, maintenant c'est là où ça commence, si on veut le truc. Et donc c'est coupé juste, pour moi, au bon moment, avec suffisamment de frustration qui t'attire à allez, rendez-vous la semaine prochaine. Donc là-dessus, moi j'étais en tout cas pleinement satisfait, d'autant plus que niveau connaissance de Miss Marvel, si ce n'est le personnage dans le jeu The Avengers, je savais qui elle était globalement, mais j'avais pas lu les comics, voilà, moi mon seul point d'entrée c'était ça. Donc là, maintenant, mon deuxième point d'entrée pour Miss Marvel, c'est donc cette série sur Disney+. Et je voulais juste faire un petit mot avant de rentrer dans le détail et te laisser la parole, Florian, là-dessus. C'est que je me dis, je cherche des informations. Non, continue, moi j'ai rien préparé. Hein. Tu t'écris, après je réagis. Hein. Pour voir un peu voilà les noms des différents comédiens, ce qu'ils ont fait avant, etc. Donc on a Kamala Khan, donc qui est donc la jeune adolescente qui joue qui va devenir Miss Marvel, qui est jouée donc par Iman Vellani, que je ne connaissais pas et qui apparemment elle est toute nouvelle. C'est ça, elle a été castée parmi des centaines de candidates et elle est juste arrivée. Enfin là, la promo dit qu'en fait elle est juste arrivée parce qu'elle veut rencontrer des gens de chez Marvel, et donc ça accentue le narratif comme quoi en fait c'est une véritable super fan qui donc c'est la première expérience face caméra. Bon, ça peut être de la bullshit, comme ça peut être vrai, comme ça peut être quelque part entre les deux. Ouais, voilà. Mais globalement, par rapport à elle, je trouve qu'elle est super bien castée. Je l'ai adorée dans ce pilote, vraiment, elle est top. Le truc que j'ai moins adoré, c'est qu'en cherchant tout ça, je tombe sur des sites comme par exemple Allociné, et je vois que la note, elle est à 2,7 sur 5. Je dis, bon, je vais aller voir un peu les critiques. Je vous donne dans le mille
qu'est-ce qui pose problème? C'est une série woke. On est obligé de mettre des gens de couleur maintenant et nous faire croire que c'est une personne qui a des super pouvoirs comme Ils les ont pas autres. fait nous faire chier avec le cuisine asiatique, franchement. Voilà, c'est du lobbying fast cash que j'ai vu. Dommage que je puisse pas mettre 0. C'est de l'ennui et machin. Après que tu t'emmerdes, etc. C'est une chose. Mais la plupart des critiques que j'ai vues, ça commençait sur ouais, je me suis ennuyé, j'ai pas trouvé ça cool. Et puis après, hop, ça retombe sur le côté woke et puis justement le côté on est obligé de mettre on oblige les gens à mettre des personnages comme ça dedans, alors que putain. Mais bonne nouvelle, on vous oblige pas à le regarder si ça vous plaît pas. Voilà, mais le problème Arrêtez de faire chier. le problème c'est que c'est ceux qui sont les plus bruyants, Ah comme bah oui, toujours. Bref. Et également les plus nuisibles, puisque en fait ils peuvent s'y mettre à environ centaines de milliers pour faire baisser les notes sur Rotten Tomatoes, Allociné et les autres sites du type Metacritic, etc. De façon à ce que les gens, enfin les spectateurs lambda ne soient pas obligés de les regarder, tout ça pour leur bias de merde. Voilà, exactement. Donc, une fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ok, d'accord, je devais m'y attendre. J'ai vu des trucs passer de temps en temps sur Twitter qui parlaient machin, comme l'autre qui se dit connaisseur de comics et dit ouais, mais est-ce qu'on donne les religions des autres super-héros? Oui. Est-ce qu'on les connaît? Ben oui, si tu lis un peu plus, si on le sait, un peu, on va dire, je sais pas, je veux dire, toutes les religions sont couvertes, mais il y en a beaucoup qui le sont, et voilà. Et bref, quand on fouille un petit peu, on le sait que ça fait partie de tout ça. Et là, elle est pas son truc à elle, c'est pas d'être musulmane. Son truc à elle, c'est d'être polymorphe. Voilà. Le fait qu'elle soit musulmane, ça crée par rapport à son personnage, par rapport à son, comment dire, sa famille, par rapport à... C'est ça. Donc il y a un angle d'éducation stricte, etc. Mais c'est... Voilà. Et encore, je pense qu'on n'est pas dans le plus strict non plus. On est voilà. Il y a en tout cas des choses qui sont dans l'éducation qui ça doit être comme ça et pas autrement. Celle, la fille, on va la protéger, on va, etc. Le garçon, on va le laisser un peu plus faire, alors que bon, globalement, il a fait peut-être plus de conneries, comme elle disait dans le pilote. Il y a tout. En fait, ça sert à son personnage et pourquoi elle est là et pourquoi elle agit comme ça et plein de choses. Alors que globalement, c'est une fan de Marvel, c'est une fan qui a on va pas dire un podcast, mais un blog plutôt. Et une chaîne YouTube en fait, une chaîne YouTube, voilà. où justement elle fait des espèces de fanfics de Captain Marvel. Voilà, dessinées qui sont, je trouve d'ailleurs les animations très très cool, parce que c'est vraiment le début. Niveau montage et effets et idées de réalisation, je trouve que le pilote a beaucoup d'idées, elles sont vraiment très très bien intégrées, et niveau couleur, ça explose dans tous les sens, c'est vraiment, vraiment top. On peut caser par qui c'est réalisé ou tu veux continuer? Tu peux. Il y a un lien avec le Benelux, Frédéric, Ouais, puisque c'est réalisé par Bilal et Adil, qui sont donc Bilal Fallah et Adil El Arbi, en fait, et c'est leur deuxième expérience de série après Snowfall, puisqu'ils ont été repérés par John Singleton après avoir réalisé les deux films qui, en Belgique, qui les ont révélés, et ils ont également réalisé Bad Boys 3 avec un certain Will Smith et un certain Martin Lawrence. Voilà, donc, bah ouais, ça, voilà. Est-ce que ça change quelque chose à la réalisation? Pas du tout. Non, il s'adapte parce que justement, il s'adapte. C'est la réalisation qui est très très colorée, etc. Mais il s'adapte en fait à ce qui est demandé. Et le véritable moteur du projet, c'est une madame qui s'appelle Bishake Ali. Voilà. Donc là-dessus, moi, ce que j'en ai vu, ce que j'en ai retenu de ce pilote, c'est que c'était un truc adolescent, rafraîchissant, feel good. Ça, c'était bien joué, c'était bien monté, les musiques étaient cool, l'histoire, elle se suit très très bien. Elle est fan de Captain Marvel. Il y en a qui grincent des dents parce que Captain Marvel est censé être une super-héros qui vient juste arranger les choses et puis elle se barre et elle est pas connue, alors que là, il la présente comme étant une super-héroïne super connue, c'est une star. Oui, mais c'est salé. Enfin, pour Mais moi, c'est ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu dans le film, avec ce qu'on avait eu dans les films jusqu'à présent, en fait. Tous Voilà. les, enfin là, tout ce qui est
tous les films en fait Marvel Studios qui sont sortis, je pense que je vais pas survivre à la fin du podcast. Tous les films Marvel Studios qui sont sortis jusqu'à présent, donc dans l'univers dans lequel il se passe et sur la Terre dans laquelle il se passe, en fait, les super-héros, une fois qu'ils montrent patte blanche, en fait, sont super connus, quoi. Ouais, voilà. Donc, moi, et la Avengers-Con, en fait, a énormément, enfin, moi, ce qui m'a fait, c'est bourré de détails, en fait, qui certes sont du fanservice, mais qui m'ont beaucoup fait marrer, en fait, comme par exemple le fait que Scott Lang a un podcast, en fait. Un podcast du type, une conversation avec moi ou des choses comme ça, quoi. Ça m'a fait beaucoup marrer. Ouais, mais il y a plein de détails dans l'épisode, et surtout dans la Avengers-Con, hein, parce que là, ils se sont fait plaisir, clairement. Parce que le début, à part dans les petites animations qu'elle fait dans ses fanfics, on a des petits clins d'œil aussi, mais c'est vrai que là, c'est l'occasion rêvée, parce que il y a des cosplays, il y a des vrais, il y a des super-héros, il y a d'autres, enfin, il y a plein de petits trucs, des affiches, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très fun, et même les effets spéciaux, de la façon dont il nous montre la découverte de son pouvoir, j'ai trouvé ça vraiment ultra, ultra fun, personnellement. Mais je vais rebondir sur ce que tu disais, sur ce que je trouve rafraîchissant dans la série. On sort d'au moins 4 ou 5 séries Marvel Studios sur Disney+, en à peu près 18 mois. La première, c'était WandaVision. L'été dernier, on a eu Loki, on a eu Falcon, on a eu plus récemment la série avec Oscar Isaac, Moon Knight. Moon Knight, je n'ai pas vu la fin, et aussi. Ouais, et la série m'a réconcilié. Donc déjà, c'est la première série depuis WandaVision qui tordait un tout petit peu le genre, donc, mais qui arrivait quand même à être une série. C'est le premier projet de Marvel Studios que je vois qui ressemble et qui a le feeling d'une série. Donc qui présente et qui pose les personnages et la famille de Kamala Khan comme si c'était une série teen telle que tu pourrais la voir. Donc il y a une véritable volonté et c'est ça, c'est que même si le dernier tiers en fait introduit les éléments fantastiques et les éléments de super-héros, etc., tu enlèves ça, tu en fais abstraction. C'est un pilote de teen show qui se passe dans le quartier indien qui est dans le quartier pakistanais du New Jersey. Ouais. Et honnêtement, s'il n'y avait pas ce truc, s'il n'y avait pas cette chose de Marvel Studios qui soit là, quel autre diffuseur aurait commandé une série sur le quotidien d'une pakistanaise musulmane quelque part dans Fangirl dans un quartier comme ça? Il n'y en a pas énormément. Donc il y a aussi le fait de raconter d'autres familles, de raconter les problèmes d'autres familles, même si on rejoint souvent les tropes des teens, c'est-à-dire le pilote, c'est le premier épisode, l'intrigue est très simple, c'est Kamala veut sortir avec son cosplay durement élaboré de Captain Marvel à la Avengers-Con. Ses parents veulent pas la laisser, ou alors ils veulent la laisser mais avec leurs propres termes, et finalement elle décide de fuguer, de faire chose comme ça. Si tu prends l'intrigue du premier épisode, il y a rien que de plus classique. Mais là où ça va changer, c'est 1, le contexte, 2, le cadre dans lequel ça se passe, 3, l'interprétation, où j'ai vraiment l'impression que devant et derrière la caméra, les gens en ont quelque chose à foutre. Et la différence avec la série Netflix que j'ai vue, qui était Never Have I Ever, où du coup il y a également des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces choses-là, j'ai l'impression que les personnages de Never Have I Ever, on leur collait les clichés et on leur refaisait jouer en fait les clichés en fait de séries de lycée qu'on a vu et revu, tandis que là on a des personnages qui sont incarnés, et ça passe par un travail d'écriture et une expérience qui est celle de Bishak et Ali. C'est quelqu'un qui a bossé sur des séries, qui sait exactement qu'est-ce qui va rendre ces personnages à peu près singuliers. Donc, et c'est ça en fait, le savoir-faire il est là en fait. On a, certes, c'est une exécutante, mais au moins c'est quelqu'un qui fait le boulot et qui comprend que ça va être une série en 6 épisodes qui est diffusée, qui est pas un film découpé en morceaux. Voilà. Bon, par contre, j'espère que la suite va autant me plaire que le premier, parce que je me rappelle de la douche froide après les 3 premiers épisodes de WandaVision. Et faut savoir que moi, le MCU, globalement, j'en suis surfatigué et j'en ai un peu... tu t'en bats le CUL. Exactement. Et là, par contre, je suis super content, j'ai envie de lire le comics. Déjà, le personnage que j'avais vu dans le jeu Avengers m'avait beaucoup plu.
Je trouvais ce côté vraiment très rafraîchissant. Et puis bon, le père m'a fait beaucoup rire dans cet épisode. Son déguisement de Hulk, il n'y a pas mieux, quoi. Je m'y attendais pas du tout parce que là aussi c'est des choses où on s'attend en fait à ce que ça soit un truc plan-plan et on réalise que là il y a quand même une séquence pour dire non en fait les parents c'est pas des parents qui veulent rien savoir, c'est quand même des parents qui essaient d'être cool dans leur côté dans leur côté corny. C'est des gens qui essaient d'être impliqués un tout petit peu dans ce qu'ils considèrent être les fantaisies de leur gosse. Donc il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui est très pensé dans les dynamiques des personnages et qui est très bien restitué. Et c'est là la clé des meilleures séries ados, en fait. C'est que, certes, j'ai pas senti quelque chose de. C'est ça, j'ai pas senti un truc qu'on nous rebattait, c'est universel, en fait, tiens, on nous met les problèmes d'ados rencontrés par tout un chacun, sauf que là, en fait, c'est des personnages, c'est des personnages indiens, ou noirs, ou machin, tout ça. Là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était des personnages qui étaient incarnés, qui avaient leur propre truc, auxquels certes on fait vivre des intrigues qui sont plan-plan, mais au moins on en a quelque chose à faire. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose vu et revu. Non, c'est ça. C'est facile d'accès et en même temps, de façon très intelligente, ça vient te changer certains paradigmes, ça vient te surprendre un peu, mais tout est très très bien fait. Vraiment, j'ai absolument rien à jeter. Et puis comme tu dis, le fait La que ce petite soit... scène la petite scène de la blessure au basket, j'ai direct pensé à Daria. Ouais, bah oui, effectivement, effectivement. Mais le fait que ça sonne, ça a le goût d'une série et pas d'un film découpé, j'ai eu le même sentiment que toi. J'étais super content. Je me suis dit, ok, ils ont pas, c'est pas le coup on voulait faire un film Miss Marvel, mais on n'était pas sûr. On va vous le mettre en série, en film découpé en série, comme ça, tout le monde est content. Si ça marche pas, c'est pas très grave, ça va pas coûter très cher, entre guillemets, hein. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de moyens qui sont mis dedans, hein. Mais là, non, c'est Et vraiment bien fait. après, même si voilà, je persiste à ne pas comprendre. Enfin, c'est pas que je comprends pas en fait, c'est que je vois en fait le côté cynique. Il y a une, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que je disais à la vision du premier épisode. Il y a une lecture extrêmement cynique en fait, ou même dans le lore des comics, en plus du côté du côté teen show en fait, on peut voir de très très loin Miss Marvel comme une version féminine de Peter Parker. Mais même là, en fait, c'est quelque chose où il y a pas le côté, il y a pas le côté génie, il y a pas le côté pour le moment en fait avec des crushs, même si avec la bande annonce on sait que ça va venir. En fait, on sait qu'il va y avoir des crushs ou des espèces d'amourettes qui vont se développer. Ouais. Mais il y a moins il y a moins un côté, il y a moins un côté maladroit d'emblée en fait qui est vu en fait. Et il y a aussi le fait que Kamala est entourée d'une famille qui est certes un tout petit peu étouffante mais aimante, tandis que voilà quoi, Peter en fait c'est un kid en fait qui est totalement seul avec sa tante May et le père qui se fait et le pardon et l'oncle qui se fait buter. Ouais. Est-ce que toi, Elodie, donc toi, t'as pas vu l'épisode, je sais, mais est-ce que Non. les niveaux BD, tu as lu ou pas? Non, franchement, je connaissais même pas du tout avant que ça commence à parler de la série. Mais du coup, j'ai entendu beaucoup de bien des comics. Après, de toute façon, je suis pas la cible, hein, c'est du teen, hein. Du coup, j'ai bien envie de jeter un coup d'œil aux comics, hein, pas à la série. Mais pourquoi pas? Ouais, moi, je pense que je vais aller jeter un coup d'œil, clairement, histoire de voir un peu comment le matériel de base a été respecté. Voilà, et franchement, l'actrice principale, belle découverte, quoi. De ce que j'ai Elle est en tout top, hein. cas lu, pour les gens que je connais et qui lisent du comics comme ils mangeaient un petit déjeuner, c'est assez proche pas forcément de l'histoire, mais en tout cas de l'esprit original des Oui, comics. Ouais. Mais ok. tu es en train de me dire qu'il y a des comics qui sont édibles en fait et que tes potes ils mangent. Ouais, 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 Ils sont c'est comestibles. Il y a des comics Oui, comestibles c'est sur la, en biscuit. c'est sur ouais, l'application de chez Amazon, Edible. Ah. Voilà. c'est fait en feuilles de patate. Mm. Voilà. En feuille de patate. En Douce ou feuille de dure? chou. Patate douce ou dure?
Ça dépend si tu le manges en entrée ou en dessert. D'accord. Je les préfère en robe de chambre d'ailleurs. Ok. Bon. Voilà. Donc, bonne adresse, le pilote de Miss Marvel sur Disney+. Conseille vivement. Et puis, je suis tombé, moi, personnellement, sur une autre série sur Netflix qui a popé alors qu'elle date de 2021. En ce moment, Netflix, c'est le coup de hop, on va te mettre en avant une série que t'as pas vue. Tu penses que c'est nouveau, ça ne l'est pas. Enfin, c'est pas non plus super vieux, c'est date de septembre 2021. Et c'est Netflix et Canal+ qui font ça, et c'est une série créée et écrite par Julie Delpy. C'est Canal+, je précise, c'est Canal+ qui l'a commandé, c'est Netflix qui l'a repris pour diffusion mondiale, mais ils l'ont aussi repris pour la diffusion en France. Voilà, mais en tout cas, c'était arrivé d'abord sur Canal+, parce que C'était ça, ça a été commandé, ça a été commandé par Canal+, ça a été cofinancé par Netflix, et d'ailleurs, enfin, peut-être que tu voulais le dire, mais ça sera pas renouvelé, hein, d'ailleurs. Ça n'a pas été renouvelé. Ouais. Non, ça n'a pas été renouvelé. Donc, il y a 12 épisodes de 30 minutes. Donc, il y a avec justement Judy Delpy. À côté d'elle, il y a Sarah Jones, Elizabeth Shue, Giovanni Ribisi, entre autres, dans les comédiens et comédiennes. Et Alexia Lando aussi, que je ne connaissais pas. Et on a un certain qui est aussi à la création, Mathieu Demy. Ça parle beaucoup de légumes ce soir, tu vois. T'as les patates dures, là, t'as le chou. Moi, j'étais contente de voir Elisabeth le chou. J'étais contente j'étais content de la voir justement ici. Et puis c'est comment dire, c'est une histoire. Ça parle de 4 amis qui vivent à Los Angeles, qui ont voilà la cinquantaine bien tapée, qui doivent jongler entre la vie familiale et pro. Elles ont toutes leurs petites difficultés plus ou moins fortes, c'est-à-dire que bon bah voilà, Julie Delpy elle joue le rôle de Justine, qui est elle a son restaurant et elle est chef, et elle doit écrire un bouquin sur justement une espèce d'autobiographie. On a aussi Ella qui, c'est une mère célibataire qui a vraiment du mal financièrement. Sarah Jones qui, elle n'a plus travaillé depuis longtemps, et que quand elle veut retravailler, ben, on lui dit qu'elle était un peu vieille, enfin en tout cas on lui fait comprendre qu'elle était un peu vieille. Et puis Elizabeth Shue qui donc joue Anne, qui elle est un peu plus aussi du côté du succès. Et Giovanni Ribisi qui est le manager, l'impresario de Julie Delpy, donc du rôle de Justine. Et on a vraiment un côté bande d'amis avec leurs difficultés, de la crise de la quarantaine, mais aussi la vision de la crise de la quarantaine masculine par le prisme féminin, qui est très très intéressant. C'est une série que j'ai trouvé très drôle, alors que moi j'avais un peu peur quand même, parce que Julie Delpy, j'ai pas forcément que de bons souvenirs avec elle. Je sais pas vous, personnellement, par rapport à l'actrice. Non. Bof. Ni pour ni contre, bien au contraire, Fred. Voilà. Ouais, pareil, ça me laisse assez indifférent. En fait, voilà, moi j'ai du peu que je me souvienne. Je l'ai pas vu dans la trilogie des Before, donc forcément. Voilà, bon bref, du peu que j'ai vu avec elle, c'était pas toujours génial. Notamment un souvenir un peu, ça remonte un peu maintenant, c'était 2 Days in Paris, qui était... Bref, On the Verge, c'est quand même beaucoup mieux que ça. J'ai trouvé ça très drôle, bien rythmé, sur les 30 minutes par épisode, avec des situations très cocasses où on ne s'attend pas forcément, très peu de clichés finalement. J'aime beaucoup le fait que elle et son mari, donc joué par Mathieu Demy, passent du français à l'anglais de façon sans switch comme ça, alors que bon, c'est elle-même qui se double quand elle parle en anglais, si jamais vous voulez savoir, pour la version française. Ce qui est un peu bizarre et qui, selon moi, enlève un peu quelque chose cette fois-ci. Parce que là, elle joue Justine, c'est une Française qui est à Los Angeles, donc le fait qu'elle passe de l'anglais au français, je trouvais ça sympa, parce que ça, justement, ça joue là-dessus. On le perd forcément avec le doublage, en fait. Et donc elle parle en français tout le temps, on perd ce switch-là, si ce n'est que au son, on entend que ça a été doublé ou pas. En tout cas, moi je l'entends. Et j'ai trouvé vraiment ça très feel good, encore une fois. Ça fait du bien. Bon, 12 épisodes, c'est très très bien. Plus, pourquoi pas, mais finalement, on s'en sort admirablement bien. Et puis, beaucoup de moments de franche rigolade avec
avec Giovanni Ribisi, que j'aime vraiment beaucoup cet acteur, en fait. Et là, c'est un mec complètement paumé, impresario qui est paumé, qui comprend rien aux femmes, quasiment rien aux femmes, et un C'est peu naïf, chiant, et il est drôle. parce que tu vois, le fait que t'en parles, ça me fait penser que j'ai jamais vu une seule image de Sneaky Pete, en fait, qui était la série dans laquelle il était la star. C'était trop Ah, bien. c'était trop bien, Sneaky Pete. Mm. Qu'on avait d'ailleurs appelé Sneaky Pete, au moment où c'était sorti sur Prime. Voilà, Comment j'ai pu louper ça, en fait? Enfin, surtout celui qui pète un pas, la partie. Et on en avait parlé il y a déjà un moment, parce que Sneaky Pete, Ouais, ça ça date date, hein. quand même pas mal. C'était genre en 2e ou 3e saison donc, du podcast. Hein. Mais on avait bien aimé, en tout cas, le pilote était vraiment très très cool, et puis le reste de la série aussi, on peut toujours trouver sur Prime Video, je pense. Tout Hein. à fait, c'est exact. Et que je Restauration, conseille. c'est eux qui l'ont fait. Bah oui, mais bon, on sait jamais, pour une raison X ou Y, que ça disparaisse. Hein. Pourquoi pas. C'est vrai, dépêchez-vous, on sait jamais. Ouais, voilà, il y a quoi? Il y a 3 saisons, c'est ça? Hein? Oui. Ouais, c'est des saisons assez courtes, et non, franchement, il est excellent dedans. Vraiment, il est très très bon, et il faut le voir. Niveau série, c'est très cool. Mais bon, bref, On the Verge, si vous voulez chercher un truc un peu, je vais pas dire Grace et Frankie, hein, mais c'est... comment dire? C'est un espèce de Sex and the City, mais avec la crise de la quarantaine, et en plus feel good et moins tape à l'œil. Et donc beaucoup plus humain. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu dedans, en fait. En fait, le côté humain et proche. Alors que bon, il y en a quelques-unes qui gagnent pas mal de fric, donc on pourrait se dire c'est pas le même genre de rythme de vie, mais ouais, j'ai trouvé ça... j'ai réussi à me projeter dans pas mal de personnages, et beaucoup dans celui de Giovanni Ribisi, justement. Voilà. Et je vous gâcherai pas un super gag du premier épisode avec lui. Donc tu t'es pas identifié à Julie Delpy, mais ça t'a pas empêché de... Non, mais par contre, j'étais très content de série. voir. Ah non, j'ai un peu plus de mal à m'identifier à elle. Je suis pas chef, je suis pas une femme, je suis pas, je suis pas française, je suis pas blonde. C'est plein de choses qui font que c'est pas possible. Voilà. Mais crois en tes rêves, enfin. Mais par contre, tu vois, avec comment elle s'appelle, hop, je viens de perdre ma page. Je reprends ma page, voilà. Donc Yasmine, qui jouait donc par Sarah Jones. Elle, il y avait un truc. J'enlève la page et je remets la page. Elle, je trouvais que c'est ça. Elle, j'arrivais à m'identifier. Non, stop. Tu arrêtes ça tout de suite. On va l'avoir dans la tête. Et petit point rigolo, enfin, il fait une apparition, mais niveau comédien, il y a Patrick Duffy dedans. Ah ouais. Voilà. On le voit assez rarement pour pouvoir le noter, je trouve. Ok, voilà. Et donc, et sinon, si vous voulez un point cinéma, l'inspiration première de Julie Delpy pour créer ça, c'est le film Femme au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodóvar. Voilà. Mais en moins Pedro Almodóvar. Donc beaucoup plus américanisé quand même, et facile d'accès quand même. Parce que Pedro Almodóvar, j'aime bien, mais c'est pas toujours très très simple d'accès, je trouve. C'est un avis personnel. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein, sauf si tu as quelque chose à ajouter, Florian. Non. Enfin voilà, donc on rappelle donc Dope Sick sur Disney+, Miss Marvel sur Disney+, et On the Verge sur Netflix. Et aussi MyCanal, je pense. Ouais, c'est sur MyCanal chez nous. Voilà. Voilà, donc il y a moyen de le voir un peu partout, et c'est cool. Bon, on remercie donc les Fanny et Berrichon de nous avoir laissé un message. Bravo encore une fois à Berrichon pour la question piège et pour le gain du DVD. Voilà. Et nous, on vous donne rendez-vous fin août pour le début de la saison. On espère que ce coffret va bérir les plaies. Ouais. Bravo. Parce que je dis que c'est la fin de la saison, mais on a encore quelques épisodes de podcast qui arrivent, parce qu'on a... on va pas vous laisser comme ça, enfin.
On a du Mon ami Schwarzy qui arrive assez vite. On a des épisodes préenregistrés de portraits en série, un quiz geek, culture pop qui arrive aussi. On a du à bord de l'USS Orville avec la saison 3 qui est excellentissime. On vous en parle avec Olivier et Cécile. Et puis, on aura d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure, quoi. En fait, c'est toute la différence entre les vraies équipes de série et Monsieur Série and Friends, en fait, c'est que il n'y a pas d'intersaison qui existe, en fait. Non. On continue à enregistrer, en fait. Théoriquement, on interrompt la maison mère, mais en fait, on continue à sortir du contenu comme ça. C'est la colo, c'est le côté colo d'été, pas coloscopie, la colonie de vacances. On est partout. Le côté summer camp, en fait. Voilà, côté summer camp où on va essayer d'éviter Après, on le fera peut-être, mais d'essayer d'éviter de faire vous savez, reprendre un fichier, un ancien épisode, de le réuploader pour le remettre en avant, histoire de tenir le truc. Bon, ça a l'air très intéressant, je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais vu ça sur les podcasts. La radio le fait beaucoup, mais en gros, pendant l'été, quand ils ont une trêve, les podcasts reprennent les anciens épisodes, les réuploadent, et dire, attention, histoire de les remettre un peu en avant. Donc, c'est comme si moi, je prenais, je sais pas, n'importe quel épisode de la saison 4 et je le remets en avant parce que je le trouvais sympa et ça permet aux personnes qui arrivent Je peux pas aider parce que je suis fier d'aucune de mes interventions dans chaque épisode. Donc, on va ressortir le calage, puis c'est tout. Voilà, merci. Je sais même plus dans quel épisode. Il va falloir remonter loin, parce que le calage remonte déjà à la saison 3 ou saison 2. C'est saison... J'ai sorti le calage très 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 vite. Saison 3, épisode 7, je crois, un truc comme ça. Wow. Je pense. Si c'est vraiment ça, je suis impressionné. Si c'est vraiment ça, je suis impressionné aussi. J'étais jeune et innocent. Voilà. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la saison 8, bien entendu. Et n'oubliez pas que l'on va alterner donc phase B et donc Monsieur Série and Friends, désormais, une semaine sur 2. Voilà. Et puis, pour le reste des formats qui nous restent à terminer, ça viendra avec. Mais ils vont s'éteindre peu à peu de leur belle mort. Tout doucement, ils vont s'éteindre et s'en aller comme ils sont venus. C'est un peu ce sont nos supernovas, en fait. Sans champagne. Voilà. Alors, le mot de la fin, Élodie. Docteur. Ah oui, ok. Florian. Il va y en avoir besoin. C'est beaucoup. Putain, non. Je pense qu'un docteur, si tu fais ce beaucoup, le docteur, il peut plus rien faire, là. À part peut-être Doc Gynéco, éventuellement. Il peut faire l'autopsie. Ouais. Oui. C'est une voiture qui découvre tes problèmes liés à ton enfance. C'est une autopsie. Ou tu te le fais à toi-même. Tu t'autopsies. Bref. Et moi, je vais dire fellation. Voilà. C'est un rapport avec On the Verge. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Voilà. Et bonne fellation à tout le monde. Voilà. Et bon rapport sexuel à tout le monde. Et n'oubliez pas, protégez-vous, sinon les morts. Fellation au broute. Fallait ça. Ouais, c'est ça. On vous broute. Non. Vous broute. Ouais, c'est ça, mais tiens, on va terminer, c'est ça, voilà. Si vous n'êtes pas content, on vous broute. Voilà. Et si vous avez écouté jusqu'ici, merci à vous et notez le on vous broute hashtag on vous broute sur Twitter, ça me ferait beaucoup rire de savoir qui va le faire, qui osera le faire. Et qui nous écoute jusqu'au bout. Qui nous écoute jusqu'au bout, c'est vrai ça. Allez, bonne série. Satisfait ou rebrouté. Ah là là, quelle brutalité. Bon. Et bonne série, bonne semaine, bonne écoute et bonnes vacances et surtout Bon Jovi. Bon Jovi.